Globalement, métaverse ou réalité virtuelle, c'est un challenge anthropo-technico-économique. Il faut bien comprendre les capacités de l'être humain pour les exploiter correctement et avec un avantage. Bonjour Philippe Fuchs. Bonjour. Vous êtes ancien professeur à l'École des Mines de Paris, spécialiste de la réalité virtuelle. Vous avez été le premier chercheur en France à travailler sur la VR en 1992. Mais c'était quoi la réalité virtuelle en 1992 ? Oui, à l'époque, on disait RV. Maintenant, on dit VR. En français, oui. Voilà, c'était. En 92, oui, il n'y avait aucune information. C'était assez difficile de propager dans l'avenir. Mais il y avait quand même déjà les anciens qui travaillaient sur les simulateurs de transport. Il ne faut pas croire que la réalité virtuelle, comme le d'autres domaines, arrive du jour au lendemain. Bien sûr. Donc il y avait déjà tout un passé pour former les pilotes d'avion, pour tester les voitures. Il y avait les simulateurs de transport. Mais on appelait ça de la réalité virtuelle ? Oui, on a défini ça, Gérard Moulanier, dans les années 85-90 par là, a donné le terme en anglais, on l'a traduit en réalité virtuelle de façon simple. Mais on a parlé de réalité virtuelle dans les premiers congrès, n'étaient pas à Laval, c'était déjà à Montpellier, dans les années 92-93. Et on parlait des interfaces entre le réel et le virtuel, et on parlait de réalité virtuelle. Il y avait, si je me souviens bien, le salon Imagina. Il y avait aussi Imagina. Alors Imagina, c'était aussi des gens qui venaient de l'image de synthèse, et qui évidemment intéressaient les gens de la télévision ou de l'audiovisuel. Et Imagina a parlé de réalité virtuelle aussi, bien sûr. Quelle définition vous donnez, vous, au mot réalité virtuelle ? Alors voilà, c'était un des premiers challenges que j'ai définis. En tant que chercheur, on a l'avantage de pas être dans un domaine disciplinaire, parce que souvent, les gens parlent de réalité virtuelle par rapport à leur domaine disciplinaire. Donc, j'ai essayé d'être le plus large possible. Et si on regarde la finalité, parce qu'on peut parler de définition technique, mais la finalité, c'est bien de mettre une personne dans un environnement artificiel, dans lequel on peut avoir une activité sensorimotrice, pour dire simplement au grand public, agir physiquement. Oui, ça trouble un peu les sensations, quoi. Enfin, on a l'impression d'y être. On y est. On y est. Non, alors oui, là aussi, on pourra discuter un peu. Est-ce qu'on a une simulation ? Mais on y est dans cet environnement virtuel. Et on peut y agir, alors plus ou moins de façon importante. Alors, évidemment, il y a le jeu vidéo, qui est un cas particulier. On parlait jamais de réalité virtuelle pour le jeu vidéo, puisqu'en lui-même, c'est un très grand marché, un très grand domaine, donc on parlait des jeux vidéo. Et dans le jeu vidéo, vous interagissez. Et c'était le début où les gens, le grand public, ont pu dire on peut interagir maintenant et non pas observer, comme le cinéma, la télévision, on peut agir dans un environnement artificiel. Ouais. Alors aujourd'hui, Philippe Fuchs, la réalité virtuelle, ça intègre vraiment la notion d'immersion, Voilà. On est enfermé quelque part dans un casque, on ne voit plus le monde extérieur et on est plongé dans un monde parallèle. On n'est pas forcément avec un casque. On est immergé. Alors, quand on dit immergé, certains disent on est semi-immergé, immergé total. En fait, il faut creuser un peu pour savoir ce que l'on veut dire. Donc, il y a l'immersion physique sensorimotrice. Ça peut se faire par un casque, puisque évidemment, mais ça peut se faire aussi devant des grands écrans. Un simple grand écran, on peut interagir. Et c'était les premiers travaux se faisaient par les artistes, par exemple, pour des images. Ils appelaient ça des images interactives. On interagissait, mais devant une image. Donc, on pourra expliquer un peu la différence entre faire de l'immersion et l'interaction devant un écran d'ordinateur, devant un smartphone, ou avec un visiocasque. Mais la réalité virtuelle au sens large, c'est on est immergé au niveau sensorimotrice. Mais ça ne suffit pas de définir ça. Il faut voir qu'au niveau cognitif, qu'est-ce qui se passe, et au niveau fonctionnel, qu'est-ce qu'on va faire. C'est-à-dire qu'au niveau sensorimotrice, donc on se connecte avec différentes interfaces. On n'a pas toutes les possibilités par rapport à tous nos sens, mais on est connecté avec un environnement artificiel qui est créé par, évidemment, un ordinateur. Mais au niveau cognitif, il faut se poser la question, est-ce qu'on va faire une copie du processus mental que l'on a dans un monde réel ? Depuis votre enfance, vous avez des schèmes, ce qu'on appelle des schèmes au niveau psychologique définis par Piaget, c'est-à-dire des automatismes qu'on a appris à marcher, etc. Et la question est de savoir au niveau cognitif, est-ce qu'on va faire la même chose dans l'environnement artificiel ou est-ce qu'on va prendre plutôt des schèmes artificiels à partir de métaphores ? C'est possible, ça ? Oui, un exemple classique que les gens ont dû voir sûrement. Pour se déplacer, alors évidemment, on peut prendre un tapis roulant. Nous, on a fait des exemples. On avait un tapis roulant et on marchait un peu d'une façon identique au monde naturel. Mais dans certains cas,
on va aller à tel endroit, on fait de la téléportation. Oui, bien sûr. Donc, donc on casse la logique, en fait. Oui, on n'est plus dans un schème naturel qu'on a appris depuis son enfance. On crée un nouveau schème, mais par une métaphore. Mais c'est un peu perturbant, ça. Alors, ça peut être perturbant au début. Pardon. Les gens qui commencent la première fois de faire de la téléportation, ils s'appuient sur quel bouton appuyer sur une manette. Mais une fois qu'on a acquis ça, la notion, on se déplace correctement. Et si on reprend la référence aux jeux vidéo, les gens en vidéo avec leur manette, ils ont acquis une certaine dextérité et ils ont acquis des schèmes artificiels, mais qu'ils utilisent inconsciemment et qui permettent de se déplacer, d'agir, de tout ce que l'on peut faire dans un jeu vidéo. Alors d'après ce que vous dites, voilà, Philippe Fuchs, la Fuchs, différence entre les deux cas. C'est pas neutre tout ça, parce que du coup, ça a une influence sur notre comportement. C'est ce qui fait que on peut être complètement perturbé en étant dans un dispositif de réalité virtuelle. Oui, alors c'est là qu'il faut bien faire attention, savoir ce qu'on veut faire, et pour permettre aux gens de pouvoir s'adapter facilement à ces environnements-là. Donc ça, c'est des questions, on a beaucoup travaillé, dans notre centre de notre équipe de recherche, on travaille surtout sur l'interfaçage entre l'homme et l'environnement artificiel. Ça passe par des technologies, mais ça passe par des considérations psychologiques, de savoir comment on va procéder, indépendamment que tout ça doit se faire inconsciemment au bout d'un certain temps. On avait un exemple qui était assez révélateur, je prends souvent comme exemple dans mes livres, c'est de faire un magasin virtuel. C'est une entreprise qui est venue en l'an 2000 nous dire on a un magasin fictif, mais on voudrait faire un magasin virtuel pour étudier le comportement du consommateur pour savoir s'il achetait tel produit ou tel produit. C'est le packaging des produits dans les rayons. On leur a dit, on ne sait pas si on sait faire ça, surtout qu'ils m'ont dit, il faut que les gens soient pris dans la rue, il faut qu'en 3 minutes, ils fassent des courses. Et non pas qu'ils utilisent des manettes. Et donc, voilà, le problème, tout ça doit devenir transparent pour l'utilisateur. Alors, qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, on a testé, et au bout d'un an, ou 6 mois, 1 an, on a dit, oui, on arrivait. Mais par exemple, pour que les gens puissent se déplacer, on a dit, on va prendre un schème d'usage qu'ils connaissent, c'est le caddie. Ouais. Donc, on leur a mis un caddie. Ce qu'ils ne se sont pas rendus compte, avec eux, pour eux, le caddie, il se déplaçait. Et en fait, le caddie, c'était un simple joystick, à droite, devant, derrière, à gauche. Ouais. Parce que nous, informatiquement, on les dirigeait dans le bon sens. Oui, bien sûr. Donc, on ne pouvait pas le savoir au départ. Hein. On ne peut pas, par réflexion, on avait discuté avec des psychologues, mais ils ont dit oui, c'est peut-être possible, il faut envisager. Et donc, on a pu se rendre compte, en testant, qu'en 3 minutes, les gens faisaient les courses, se déplaçaient. Puis après, ils avaient à manipuler, à prendre des objets, évidemment. Quand on va faire les courses, on prend le paquet et puis on regarde si le paquet nous intéresse, et l'acheter, mettre dans le chariot. Et donc là aussi, on avait à manipuler un capteur à 6 degrés de liberté. À l'époque, c'était des polémus, mais enfin, peu importe la technique. Et on s'est aperçu qu'il y avait comme quelques personnes qui avaient du mal à regarder les faces inférieures, supérieures de la boîte. Parce que le schème d'usage qu'ils ont, que tout le monde a appris à 1 an, à mettre des cubes l'un sur l'autre. C'était pas innocent qu'on a appris à manipuler tout ça. Il faut voir la complexité pour le cerveau d'apprendre à manipuler, d'orienter un objet dans tous les sens. Mais une fois qu'on a acquis ça nous paraît tellement évident que ça paraît tout simple. Je ne rentre pas dans les détails pour savoir comment ça se passe. Mais la personne regardait ses mains, elle regardait un écran qui était devant elle. Ouais. Et rien que ça a troublé 2 personnes. Ils n'arrivaient pas à regarder les faces inférieures, supérieures d'une boîte. D'accord, oui, une perte de repère, en fait. Une perte de repère. Donc c'est là, ces personnes-là étaient en difficulté. Mais la plupart des gens, on s'est aperçu qu'en 3 minutes, elles arrivaient, et au bout de 3 minutes, ils faisaient les courses. Ouais. Et pour finir, l'anecdote qui était très intéressante, c'est qu'à la fin, le prototype qu'on avait fait à l'école des mines était un peu bancal. Hein. C'était un prototype, c'était pas le produit industriel. Alors après, on leur a posé des questions, qu'est-ce qui ne marchait pas, quoi. Et tous, ils nous ont répondu, c'était les femmes qui venaient faire des tests, qui ne savaient pas pourquoi elles venaient dans l'école des mines. Tous, ils nous ont répondu, mais le magasin n'était pas intéressé, pas bien rangé, l'autre, ils n'avaient pas trouvé les caisses. Ils ne parlaient que du magasin. Donc, ils avaient oublié la réalité virtuelle. Oui, ils étaient dans l'environnement artificiel. D'accord. C'est là qu'on voit que l'application, en général, quelle que soit l'application, elle est intéressante. C'est quand les gens ne vous parlent plus du matériel, des interfaces, du dispositif, mais ils vous parlent de l'environnement artificiel et de l'application dans laquelle ils sont. Alors, c'est super intéressant ça, Philippe Fuchs. Ça veut dire que vous avez, il y a déjà plusieurs années, travaillé sur est-ce qu'on peut s'acclimater à la réalité virtuelle. Aujourd'hui, on est à une époque où on nous dit que peut-être demain, on passera plusieurs heures par jour avec un casque ou pas sur la tête, etc. Selon vous, du coup, est-ce que c'est envisageable ou pas ? Parce que la première réaction,
de la plupart des gens, c'est de dire pas question, en fait. Oui, ça dépend comment on leur présente l'application. Alors, que ce soit avec un casque ou devant des grands écrans, ça c'est une autre question. Oui, on y viendra sur le dispositif, on est etc. immergé temporellement ou pas. Mais les applications fonctionnent. Après, ça dépend de l'intérêt de l'application. Et si on a évidemment fait abstraction des difficultés techniques, il faut que ça devienne transparent, toute la technique, pour que les gens se fassent à l'application. Mais nous, on travaille par exemple avec les constructeurs automobiles. Les techniciens vont passer des heures pour discuter des nouvelles voitures. Il n'y a pas une question de temps. Ils s'adaptent parce qu'on a fait évidemment un dispositif qui est fonctionnel et qui correspond bien aux capacités de l'être humain. Ce que les gens ne connaissent pas toujours, moi non plus au début. On a du mal des fois à savoir qu'est-ce qui est possible et pas possible. Donc vous dites c'est pas impossible que demain on passe 5 heures par jour dans un monde virtuel. Oui, c'est pas une question. Alors après évidemment c'est voir l'intérêt et puis voir si... Oui, bien sûr. Mais il n'y a pas de difficulté intrinsèque au niveau de l'application. Et les gens qui ont la nausée quand ils sont immergés là-dedans, c'est définitif ou c'est une question d'habitude? Alors, il faut faire la part des choses. Et justement, quand c'est devenu grand public en 2015, beaucoup d'entreprises étaient nouvelles, n'ont pas pris le temps de revoir un peu les compétences, les difficultés qu'il y avait à faire des environnements artificiels, parce qu'en réalité virtuelle, l'activité sensorimotrice n'est pas identique au monde réel. Il y a toujours des biais, des incohérences sensorimotrices. Donc ça, sauf cas exceptionnel, il y a toujours des incohérences sensorimotrices. Mais on sait, il y a des règles qui existent depuis 50 ans sur la vision stéréoscopique. Les gens qui ont travaillé sur les simulateurs de transport, ils savent bien la difficulté que l'on a parce que votre système vestibulaire va détecter la position fixe de votre corps et vos images, grâce à la vision périphérique, va vous faire comprendre que vous êtes en train de déplacer. Voilà, c'est là où ça va plus. Voilà, alors la vision, il faut savoir que le sens de la vision, c'est le sens prépondérant. Donc c'est lui qui l'emporte. D'accord. Donc si on respecte certaines règles, si on n'a pas trop d'incohérence, pour pas rentrer dans les détails, mais si on n'a pas trop d'incohérence entre le système vestibulaire et la vision que vous proposez à l'utilisateur, ça se passe sans problème. Vous voulez dire par exemple, si je suis dans une simulation de course de voiture, il faut que le siège bouge pour me donner l'impression que je suis vraiment sur une route. Alors soit le simulateur est statique. Oui. S'il est statique, si vous allez en ligne droite à vitesse constante, il n'y aura pas de problème. Pas de problème, puisque votre système vestibulaire, il va détecter les accélérations, les inclinaisons de la tête. Par contre, si vous faites des virages, si vous êtes en train de faire dans une route de montagne, vous aurez la nausée. Oui. Surtout si vous êtes fixe. Alors, si vous avez un simulateur, comme dans les simulateurs de vol, évidemment, vous avez l'inclinaison, etc. Donc, ça correspond à la réalité. Enfin, moi, je me souviens d'avoir essayé des simulateurs de voiture, par exemple, qui étaient parfaits, et qui bougeaient beaucoup, mais on ressort, on est complètement secoué. Oui, parce qu'il y a des limites. Alors, il faut les connaître, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a des limites d'accélération, de mètres par seconde carré. Oui, d'accord. Tout ça se calcule. La vision stéréoscopique, c'est 1 degré. Je vous donne un chiffre là, mais pour la plupart des gens, la vision stéréoscopique, le décalage entre les deux images, il ne faut pas dépasser 1,5 degré de disparité rétinienne au niveau de vos yeux. Pourquoi ? Parce que le cerveau ne pourra pas accepter plus. Alors ça, c'est un ordre de grandeur moyen. Donc on connaît pour l'ensemble de la population, actuellement, maintenant, toutes ces règles pour limiter les incohérences sensorimotrices pour pas qu'il y ait d'impact, des malaises ou d'inconfort pour la personne. Donc il faut que les équipements soient conçus en conséquence. Pas que les équipements, c'est que l'application prenne ça en compte. Et bon, j'ai écrit un dernier livre, puis celui d'avant, où j'explique toutes les incohérences. Il y en a 3 principales, il y a 12 solutions, autrement, si on fait tout, on en a 10 incohérences possibles. Bon, on ira lire votre livre. Oui. Il s'appelle comment ? Théorie de la réalité virtuelle, les véritables usages. Eh bien voilà, de Philippe Fuchs. Voilà. On va le lire. Non, mais bien sûr, mais c'est un peu long à lire, mais il faut lire, il faut comprendre. Non, mais tout ça, c'est pas de moi, hein. C'est connu, il y a des règles qui datent de... Oui, c'est des travaux maintenant qui sont arrivés à maturité, en fait. Voilà, alors il faut bien faire attention à ça. Alors, quand je dis ça, c'est qu'on connaît ces valeurs pour l'ensemble de la population. Ce qu'on ne sait pas encore, c'est déterminer qu'il y a quelques pourcentages de personnes qui ont du mal à s'adapter à ces environnements-là. Pour cela, ça devient difficile. Il y a des irréductibles. C'est un peu comme dans les simulateurs de transport. Vous prenez avec une voiture, vous allez dans les routes de montagne. La plupart des gens, n'ont pas de malaise. Mais vous avez quelques personnes, des fois c'est des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ces incohérences. Ou c'est pas des incohérences, mais des difficultés là, pour accepter. Donc il y a des personnes qui auront du mal, mais ça correspond à quelques pourcents, on a du mal à définir, qui auront du mal à accepter ces incohérences. Et je discutais l'autre jour avec une personne, me dit « Ah ben non, moi si je mets un casque, elle a des problèmes de vision
un peu un léger strabisme, des choses comme ça, ou l'hypoconvergence, ces personnes-là ne peuvent pas mettre un casque parce que elles seront trop dans l'inconfort. Alors ces personnes-là, bon, il ne faut pas leur mettre un casque. Et alors si on fait des applications devant un écran, un simple écran, il faut modérer les incohérences. On peut, mais on a du mal encore à définir, dire pourquoi telle personne. Et c'est pas une question psychologique des gens qui seraient un peu réticents par rapport aux techniques, parce que nous, on avait un collègue à l'école des mines qui, lui, avait été toujours très mal à l'aise. Alors, on le prenait pour faire des tests en disant, il y a des gens qui ont des difficultés, alors ça s'explique plus ou moins, mais ça, c'est encore des études à faire, entre la perception, par exemple, de la verticalité, entre votre système vestibulaire et la vision. Et donc, il y a des gens qui ne sont pas dans le cas moyen et qui ont des difficultés. Mais ça, c'est encore des recherches à faire auprès des gens, des spécialistes, des physiologistes, pour dire, mais nous, on a un projet, c'est de tester tout simplement avec un casque, en faisant quelques petits tests, de dire, vous aurez peut-être plus de difficultés et il faut mieux pas que vous fassiez, par exemple, une formation en réalité virtuelle avec un visiocasque. Faites-le autrement, quoi. Alors, il y a la réalité virtuelle, puis il y a ce qu'on appelle la réalité mixte ou augmentée, voilà, où là, on voit le monde réel. Et voilà. Puis alors, quand je définis la réalité virtuelle au sens large, c'est un monde artificiel. Le monde artificiel, c'est soit des images de synthèse, c'est ça. Ça peut être aussi un mélange de réel et virtuel. Mais on a moins cet effet, cette gêne éventuelle quand on est en réalité mixte. Parce qu'évidemment, quand vous êtes en réalité augmentée, vous êtes toujours dans le monde réel. On est toujours dans le monde réel, tout à fait. Alors, la réalité virtuelle, en simplifiant, on peut dire, soit on donne des informations sur le monde réel. Alors, un philosophe m'avait dit, on faudrait plutôt parler de la réalité perception, de la réalité augmentée. C'est la perception qui est augmentée, c'est pas la réalité. Par contre, en effet. Si dans cette pièce, on va rajouter un meuble, on va rajouter des objets, là, on peut dire c'est la réalité qui est augmentée. Ou alors, il y en a certaines qui parlent de réalité mixte, ça dépend des définitions. Mais c'est toujours un monde artificiel, mais bien sûr que là, si le corps, la personne est toujours en référence au monde réel. Donc il y a moins de difficultés, il y a moins de risques d'incohérence, il y a moins de risques de malaise. D'accord. Comment est-ce que vous voyez les équipements actuels disponibles ? Alors les casques Meta, on attend le casque Apple, toutes ces choses-là. On en est quoi, à la préhistoire ou on est déjà bien avancé ? Non, la préhistoire, c'était dans les années 80. C'était vous, sans vouloir vous vexer. Oui, bien sûr, je suis le papy de la réalité virtuelle, n'hésitez pas. Et en 95, par là, il y avait Nintendo, Sega, Sony, qui lançaient leurs casques, leurs visiocasques. On les a un peu oubliés, ces visiocasques. Mais pourquoi ils n'ont pas eu de succès ? Simplement, la technologie n'était pas prête, puisque les écrans, on n'avait pas des écrans comme qui est fourni maintenant par les smartphones, où on a un certain nombre de pixels. Mais il y a eu des casques et des gens ont utilisé pour la psychothérapie. Le professeur Roland Jouvin, un psychiatre, utilisait des casques avec une faible résolution. Oui, le problème, c'était la qualité d'image. Mais la qualité d'image, pour lui, n'était pas très gênante, parce que c'était pour les phobies, etc. Il disait, j'ai pas besoin d'avoir une belle qualité d'image. Les gens sont dans leur phobie et j'essaye de les traiter. D'accord. Mais donc, dans la préhistoire, c'est ça. Ouais. Alors après, évidemment, en 2015, etc., Oculus, etc., et d'autres, il y a même des Français qui ont lancé des casques, des visiocasques. Pourquoi c'est arrivé à ce moment-là ? C'est grâce au marché des smartphones. C'est pas du jour au lendemain quelqu'un qui s'est dit je vais faire des casques bon marché. C'est grâce à le développement de la technologie des smartphones, où on avait des écrans de bonne qualité, on avait des capteurs pour détecter les orientations et les accélérations de bonne qualité, qu'on s'est dit maintenant on peut faire des casques grand public. Oui, on prend le dispositif des smartphones, affichage, capteur, etc. Et on le met dans le casque. Voilà, c'est pour ça. Il y a même des gens qui ont fait avec des cartons. Oui, c'est ça, voilà. On mettait le smartphone dedans à l'intérieur. Bon, ce qui est un peu... parce qu'il faut, mine de rien, il faut des ressources, il faut un processeur, il faut une batterie, il faut pouvoir faire tourner du soft, etc. La technologie est arrivée à point. Et les premiers Oculus, donc Meta, etc., HTC Vive, tout ça, ont démarré en faisant des casques, mais il n'y avait pas un marché. Ils n'ont pas fait fortune en vendant ces casques au départ. C'est bien parce que la technologie était là qu'ils ont pu démarrer ces technologies. Donc on en est à cette phase-là. Alors on peut se dire c'est intéressant, indépendamment des grands écrans qu'on peut utiliser par ailleurs. Mais si on regarde par rapport à la capacité de la vision humaine, on n'en est qu'au début. L'acuité visuelle humaine, c'est 1 minute d'angle. Donc il faudrait, pour les casques qui ont 110 degrés, il faudrait des écrans qui fassent 32 millions de pixels.
32 millions de pixels. Oui, pas 4K, 32K. Ça serait mieux 64K. D'accord. Là, ça commencera à devenir sérieux. Ben, bon, c'est déjà sérieux, hein, faut pas dire non plus, je vais pas critiquer ce qui est déjà fait. Mais vous n'avez pas la qualité d'une image que quand vous regardez au cinéma ou sur une télévision 4K. Bien sûr. C'est pas En plus, parallèlement, la qualité sur les téléviseurs augmente, donc le décalage est toujours perceptible. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Mais les gens du cinéma qui sont venus dans la réalité virtuelle pour faire des expériences immersives cinématographiques, certains se sont lancés, puis d'autres ont dit, non, j'arrive pas à avoir une image qui correspond à ce que j'ai fait au cinéma. Ouais. Donc on a encore du chemin. Combien de temps il faudra, sauf surprise d'Apple, etc., il faudra des dizaines d'années. Meta qui veut nous mettre un casque sur la tête, je le disais, plusieurs heures par jour pour travailler, par exemple, c'est-à-dire avec une reproduction de nos écrans d'ordinateur, mais dans un environnement virtuel. Vous y croyez ? C'est absurde. Pourquoi ? Parce qu'on a le poste de travail qui correspond à ce qu'on a besoin. Oui, mais là, on aurait 5 ordinateurs, 5 écrans, 10 écrans. Vous achetez 5 écrans. Enfin, ouais, on pourrait agir en 3. On pourrait agir en 3D. Je pense que la plupart des gens, mais vous utilisez en 3D, les gens ont un écran, 2 écrans. Mes collègues ont 2 écrans. Des fois, on voit 3 écrans. Bon, c'est très rare après d'avoir plus d'écrans. Oui, à moins d'être trader à Wall Street. Voilà, à part ça. Donc, les écrans suffisent à eux-mêmes. Vous mettez un casque. Ce n'est pas nécessaire, vous voulez dire, tout ça. Enfin, là, ça n'apporterait rien. Non, ça pose des difficultés. C'est-à-dire ? Ah bah oui, c'est ce que j'écris dans un article qui va bientôt être publié. C'est que quand vous êtes dans un casque, votre distance d'accommodation est fixée. Parce que c'est les technologies, pour l'instant, on n'arrive pas à faire des accommodations variables. Donc, vous êtes fixé. Donc, vous êtes en permanence avec une vision accommodation fixée. Si vous avez 3 écrans dans votre pièce, dans votre bureau, vous pourrez regarder ailleurs, il y a un confort visuel plus agréable avec des grands écrans. En plus, vous allez avoir une qualité, vous pouvez avoir 3 écrans 4K. Ouais. Vous n'aurez jamais ça sur les casques actuels. Alors, dans 10 ans, dans 20 ans, peut-être qu'on aura des casques de très haute qualité visuelle, mais je ne vois pas l'intérêt d'enfermer la personne dans ces dispositifs-là. Si vous voulez travailler tranquillement, qu'est-ce qu'on fait, les gens, que mes collègues, tout le monde voit ça, on vous mettez un écouteur et vous écoutez de la musique, ou vous écoutez et vous vous isolez. La vision est un sens directif, tandis que le son, c'est omnidirectionnel. Donc si vous ne voulez pas être perturbé, vous mettez un casque et vous écoutez la musique ou rien du tout. Les nouvelles innovations technologiques des produits sont faites pour faire des innovations fonctionnelles, d'un usage intéressant nouveau. Qu'est-ce que ça apporte d'avoir des écrans virtuels en face de soi plutôt qu'avoir les vrais écrans d'ordinateur. En plus, on arrive évidemment à s'adapter, de pouvoir écrire sur un clavier virtuel, mais le clavier réel fonctionne bien. Enfin, vous utilisez tous les jours votre ordinateur, vous n'avez pas de difficulté. Il n'y a pas de vrai plus. Surtout quand vous travaillez sur des documents 2D, ce que l'on fait à 90% du cas. Si vous avez un environnement avec des objets de 3 dimensions, on peut se comprendre que ça soit intéressant d'être immergé corporellement dans cet environnement-là. Donc à ce moment-là, d'accord. Mais ce n'est pas le poste de travail immersif. On a besoin, par exemple, on est à plusieurs à travailler sur un chantier, on veut le voir virtuellement, et on veut être immergé, on veut visiter un nouveau bâtiment, on veut avoir les dimensions exactes du bâtiment pour se déplacer, avoir l'impression d'être dans le bâtiment. Là, ça devient intéressant d'avoir un visiocasque. Donc, on ne faut pas utiliser le visiocasque pour toutes les raisons. Donc nous, dans le livre, je ne vais pas expliquer en détail, je pose ces problèmes bien précisément, l'un après l'autre, pour dire, est-ce que vous avez besoin déjà de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée ou pas du tout. Et après, il faut bien préciser les questions, vous avez besoin de déplacer, vous avez besoin, quelles sont les chaînes que vous allez utiliser, comment les interfaces vont pouvoir correspondre à vos besoins. Tout en sachant que la réalité virtuelle, ce n'est pas une baguette magique, hein. Il y a des cas, on ne peut pas le faire. On ne pourra pas simuler correctement par rapport... Quoi, par exemple ? C'est surtout difficile quand on a besoin de retour d'effort sur la propriété musculaire. Il y avait une fois... Il y a des accessoires de retour haptique. Haptique ? Oui. C'est pas... Attention, bien faire attention à l'haptique. C'est pas retour d'effort. Non, l'haptique, il y a 2 sens. Le sens haptique, on peut dire qu'il y a les interfaces tactiles, c'est le toucher, les sensations... Et le retour d'effort, c'est vous avez des efforts
des interfaces à retour d'effort. Oui, on pousse une manette, on sent si elle résiste ou pas. Vous en sentez les efforts sur vos muscles. Les muscles, c'est pas des actionneurs, c'est aussi des récepteurs. Il y a les mécanorécepteurs qui vous permettent de dire, voilà, je ressens tel effort ou telle élongation de mon muscle. Donc les interfaces à retour d'effort, c'est assez compliqué à faire. Hein. On en fait, mais c'est plutôt des applications industrielles. Donc haptique, on peut faire, mais on peut pas tout faire. Il y a une fois, c'était un kiné qui m'avait dit, mais il y a longtemps, je voudrais que les gens puissent marcher sur des escaliers parce qu'ils ont du mal à monter les escaliers. Je lui dis, il faut des escaliers réels. Hein. Moi, virtuellement, à moins de faire un dispositif qui coûterait très cher. Oui. Voilà, je veux dire, parce qu'il y a les contraintes techniques, mais les contraintes économiques. Hein. Bien sûr. On peut toujours rêver de faire des dispositifs, mais donc il faut faire la part des choses dans tout. C'est quoi l'outil de réalité virtuelle idéal selon vous, Philippe Fuchs ? Il n'y en a pas d'idéal. Non, il n'y a pas d'idéal. Ça dépend de l'application que vous avez besoin. Non, il n'y a pas... Non, je combats cette idée-là. Il n'y a pas l'application. Mais par exemple, si Meta ou Apple vient vous voir en disant qu'est-ce qu'on doit faire comme casque, vous leur dites quoi ? L'amélioration d'un casque, oui, ça d'accord. Oui. L'amélioration d'un casque, principalement, c'est augmenter le champ de vision. D'accord. Et ça, c'est possible ou pas ? C'est très difficile au niveau optique. Pourquoi ? Parce que c'est de l'optique. Et que là, il faut rentrer dans... Alors, la plupart des gens ne connaissent pas l'optique. Hein, c'est un peu difficile à expliquer. Quand vous avez des lentilles, vous mettez des lunettes, vous avez changé la vision, mais sur des lunettes, sur une certaine surface. On peut faire des verres progressifs, vous voulez dire ? Des progressifs, des lunettes. Mais on est sur un champ de vision limité. Qu'on veut faire sur 180 degrés ou même plus de 100 degrés, ça devient très difficile techniquement. On arrive à faire, mais si on veut faire ça pour tout le public, et à pas cher, pas trop cher, quoi, ça devient très difficile, et c'est là qu'ils ont fait des progrès pour l'instant. Mais... Oui, il y a les fameuses lentilles pancake, là. Oui, alors, on fait avec des pancakes déjà, mais... Pancake, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est plus écrasé, donc ça élargit le champ ? Parce qu'évidemment, il ne faut pas faire la difficulté, c'est qu'évidemment, les lentilles doivent prendre un encombrement qui doit être limité. Bien sûr. On fait les écrans de Fresnel, on fait les lentilles de Fresnel, qu'on connaît ça aussi. Donc, là, je peux pas rentrer sans faire des schémas. Puis je suis pas spécialiste. Oui, non, on pourra pas faire de schéma, là. Mais non, faut bien se rendre compte que l'optique est très difficile. C'est très difficile d'avoir une optique qui soit adaptée à toutes les personnes. Il y a l'écartement des yeux entre les personnes, ça peut être entre 55 cm et 70 cm. Donc, et les caractéristiques de chaque personne est différente. Donc, faire des dispositifs qui soient acceptable pour toute personne, c'est bien difficile. Si je compare avec le seul dispositif optique que l'on a sur le nez, c'est des lunettes. Mais pour faire vos lunettes, vous allez voir l'ophtalmologiste qui étudie bien votre vision, et après vous allez voir l'opticien qui vous fait sur mesure. Ouais. Alors est-ce que demain on fera des visiocasques sur mesure ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais ça sera un coût et ça va être un gros challenge. Ouais. Du reste, certains constructeurs de visiocasques prévoient déjà différents types de lentilles pour différents dispositifs, mais ça devient très difficile. Non, l'optique est extrêmement difficile à faire. Bon, c'est ainsi. La technologie, c'est pas une science qui se développe rapidement. Le discours que les gens souvent disent, même les journalistes, les technologies vont de plus en plus vite. Ouais. Moi, je leur dis, non, les technologies vont de plus en plus lentement. Ah ouais ? Parce qu'on a des difficultés de plus en plus complexes. Les choses simples, on les a fait. Donc, on a des difficultés et c'est pas simple. Autant faire des écrans de plus haute résolution, c'est une question de coût économique. Il faut faire des nouvelles usines, il faut mettre des centaines de millions pour faire, mais c'est faisable techniquement. L'optique, ça devient très difficile parce que c'est ainsi. C'est la technologie. Oui, il faut que ce soit presque du sur-mesure. Voilà, sur-mesure. On va repasser par d'autres solutions, mais ça devient... c'est un challenge. Donc le champ de vision, la définition d'image... Voilà, surtout ça, le champ de vision. Alors le champ de vision, ça dépend ce qu'on fait comme application. C'est pour ça, comme vous disiez, quelle est l'interface idéale. Si je suis un chirurgien qui doit faire une opération ou simuler et me former à une opération chirurgicale, je dois regarder toujours dans la même direction. Bon, si mon champ de vision n'est qu'à limité à 110 degrés, ça satisfait. Par contre, nous, on a utilisé un premier casque, pour vous dire l'anecdote, en 95 chez PSA. Ils voulaient étudier la visibilité quand on est assis par rapport aux pare-brise et aux montants latéraux de la voiture. Et ils ont acheté un casque, qui était la qualité des casques actuels à peu près, mais un champ de vision aussi limité à 110-120 degrés.
Je l'ai testé avec eux, puis je leur ai dit, oui, ça ne fonctionnera pas. Donc ils sont passés à autre chose, à les caves. Parce que là, oui, parlez-nous un peu de ça, les caves. Donc ça, c'est un autre dispositif de réalité virtuelle, qui n'est utilisé effectivement que par des grandes entreprises, etc. Oui, c'est un coût important, quoi, bien sûr. C'est des murs, en fait, c'est des panneaux. Oui, alors, pour l'instant, on est dans une pièce qui est elle-même un dispositif. En général, il faut faire le bâtiment. Hein. Oui, c'est ça. Alors, les caves les plus importants, ils ont 5 faces. Hein. Ils ont même le sol. Alors, évidemment, un écran semi-transparent, ça coûte très cher, etc. Mais vous êtes immergé ici corporellement et votre environnement est vu comme dans un visiocasque. Mais vous n'avez pas de limite, malgré qu'il y a des lunettes de vision stéréoscopique. Hein. Donc ça limite un peu, mais vous avez un grand champ de vision. Mais surtout, le gros avantage, indépendamment de ça que votre corps est directement dedans, il n'y a pas besoin de simuler les mains. Les mains, etc. Oui, on voit nos vraies mains, quoi. Et vous avez des résolutions... il y a 10 ans, hein, donc ils ont peut-être évolué, il y avait 70 millions de pixels. Avec 70 millions de pixels, on commence à voir correctement, quand on est assis dans la voiture, les compteurs. Que vous n'aurez pas ça sur un visiocasque. Alors, pour jouer, pour s'amuser avec une voiture virtuellement sur un circuit, ça suffit. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'idéal, ça suffit pour l'application. Par contre, si vous êtes un constructeur automobile, vous voulez faire une nouvelle voiture, il faut regarder tous les détails. Et donc, il faut énormément de pixels et une résolution de capacité suffisante. Avec évidemment les cartes graphiques derrière, mais vous avez tout un cluster de PC pour utiliser les écrans et avoir des images en temps réel qui réagissent bien à votre action. Quand on vous écoute, Philippe Fuchs, on comprend pourquoi Meta, Mark Zuckerberg, a tant de mal finalement à arriver à son métavers, à son casque idéal. On sait qu'il y a plein de chercheurs qui travaillent là-dessus. Ils ont beaucoup de moyens malgré tout, la possibilité de faire plein de prototypes, mais ils se heurtent à des difficultés techniques qui sont encore très importantes. Oui, difficultés techniques et difficultés par rapport aux capacités de l'être humain. Et après, pour ça, globalement, métavers sur réalité virtuelle, c'est un challenge anthropo-technico-économique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Et il faut bien comprendre les capacités de l'être humain pour les exploiter correctement et avec un avantage. Donc, ça dépend des techniques qu'on va utiliser, des casques que vous allez utiliser. Mais si vous ne connaissez pas les caractéristiques de la vision humaine, vous aurez du mal à savoir qu'est-ce qui est bon usage ou mauvais usage. L'exemple classique que je redonne tout le temps, mais qui était révélateur, c'était pas un visiocast, c'était pour la télévision dite 3D, qui était en vision stéréoscopique. La vision stéréoscopique, la vision binoculaire, ne sert qu'à proche distance pour manipuler des objets, etc. Si on fait au cinéma, on fait une vision artificielle stéréoscopique pour faire des effets artistiques. Donc, ça se comprend. Avatar, etc. Voilà. Mais pour la télévision, il n'y avait aucun intérêt. La vision... on perçoit en 3 dimensions en ayant la même image pour les 2 yeux. Et les gens n'ont pas compris parce qu'ils ne connaissaient pas assez la vision humaine. Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur la vision humaine, il faudrait 1 heure. 1 heure, au moins. Puis, il faudrait faire des schémas, c'est pas plus simple. Mais c'est plus compliqué que ça en a l'air. Donc, il faut bien comprendre la vision humaine et les spécialistes, les stérographes qui travaillent pour le cinéma, ils connaissaient bien ça. Et comme moi, ils disaient, mais... faire de la télévision en relief n'a pas d'intérêt. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas d'intérêt. Nous, on pensait que... c'était amusant avec les petites lunettes en carton qu'on trouvait dans les journaux. C'est amusant, mais c'est amusant. Mais après, si vous regardez les actualités, vous n'avez pas besoin de la vision stéréoscopique. Non. Alors, moi, je pensais que comme avec toutes les chaînes qu'on a maintenant dans le monde, on pouvait avoir une chaîne spécialisée pour faire de la vision stéréoscopique, pour avoir des documentaires, pour avoir des ça films. Existe, je crois. Ça existe peut-être, oui, encore. Mais on pourrait avoir des films artistiques où on joue sur l'effet stéréoscopique, la vision binoculaire. Mais c'est un jugement que vous portez quand vous dites ça sert à rien, en fait. La vision stéréoscopique. Ça apporte quand même plus de réalisme, de profondeur et tout. Non, justement, ça apporte des défauts. Parce que vous ne connaissez pas assez la vision humaine. Non, ça c'est sûr, je l'avoue. Les perspectives, ça fait depuis 600 ans, 1415, que Alberti a dit, avec un environnement 3D, je le projette sur un plan en 2D, et je représente la perception de 3 dimensions. Donc on sait ça depuis 6 siècles. Mais je ne sais pas si tout le monde a bien retenu que ça, c'est une façon de percevoir l'environnement 3D. La vision binoculaire, c'est plus un environnement, c'est plus une perception cognitive de l'environnement que vous interprétez. C'est un phénomène bio-neurobiologique.
votre cerveau va comparer les stimuli lumineux qui arrivent entre les deux yeux. Et ça, c'est un autre processus, mais qui donne une distance absolue. Donc, si vous voulez, par exemple, je prends un exemple, si vous voulez regarder en relief un match de foot, si vous mettez 2 caméras dans la tribune proche de l'une de l'autre, c'est-à-dire 65 cm, qui est la moyenne des yeux humains, ben vous verrez les deux mêmes images. Donc, qu'est-ce qu'ils faisaient les gens? Qu'est-ce qu'ils ont fait au début, il y a quelques années? Ils ont mis des écrans, les caméras plus éloignées. D'accord. On comprend. Pour avoir un effet de relief. Oui. Mais à ce moment-là, votre cerveau, qu'est-ce qu'il voyait? Il ne voyait pas un match de foot sur un terrain, il voyait un match de foot sur du baby-foot. Ben oui, puisque vous écartez les images, et relativement, ça vous fait ce qu'on appelle l'effet maquette. Ah oui, qu'est-ce qu'on peut avoir maintenant sur les photos, etc. Voilà. Et donc, c'est négatif. On leur disait, mais ils n'écoutaient pas. On leur dit, vous allez faire quelque chose de négatif. Les gens de la promoteurs, ils ont fait la vision stéréoscopique pour Roland Garros, pour des matchs de foot, bien sûr, je ne sais pas. J'aurais dit, mais c'est négatif. Les gens n'ont pas envie de voir un match de foot. Donc vous saviez par exemple la télévision 3D. C'est pas comme moi, c'est que tout le monde sait. Enfin, les spécialistes savent ça depuis longtemps. Mais la télé 3D, bon, ça a été un bide. C'était pas donc on disait déjà le nom était mauvais. C'était pas 3D. C'était pas 3D. C'était stéréoscopique. Voilà. Okay. Ou en relief, on disait des films en relief. Donc vous disiez tout ça, vous saviez déjà que ça allait, ça ne marcherait pas. Alors il y a déjà mes collègues des fois qui me disaient, mais t'es sûr, t'as vu tout le buzz qu'ils font, tout le monde silence. Je dis, oui, mais tout le monde silence, mais ils silencent au fond du ravin. Alors le métaverse, c'est des choses qui seront... Alors le métaverse, ça va suivre le même chemin? Mais non, pas tout le métaverse. Mais par exemple, moi, personnellement, le bureau immersif, comme présenté par Meta, etc., c'est qu'un échec. Pour les raisons? Pour les raisons que vous n'avez pas d'avantage par rapport aux possibilités que vous avez actuelles, et vous avez, je l'ai écrit dans mon article, tous différents des défauts qui arrivent, vous allez avoir une accommodation qui va être fixée, qui va vous fatiguer inconsciemment. Vous avez l'incohérence oculo-vestibulaire. Quand vous tournez la tête dans un casque, il faut que la bonne image, de mon point de vue, corresponde. Bien sûr. On sait, parce que dans votre cerveau, dans le bulbe rachidien, votre système avec 3 couches de réseau de neurones, c'est très rapide, vos yeux tournent en fonction du mouvement de la tête, et ça se fait en 20 millisecondes. 15-20 millisecondes. Donc, il faut être à ce niveau-là. Alors, techniquement, on avait du mal il y a encore 20 ans. Maintenant, on sait le faire. Mais il y a toujours cette incohérence, quand même. Alors, on l'accepte, mais l'imposer pendant des heures sur un poste de travail, c'est pas forcément positif. Mais surtout, l'accommodation est fixe. Et si vous voulez discuter avec un collègue, il faudra enlever votre casque pour voir ça. Enfin, je vois pas ce que ça apporte de nouveau. Oui, avec un casque, on ne fait pas l'accommodation permanente comme on fait dans la vie réelle. Bien sûr, là je vous regarde, et après je regarde mes mains, etc. Et ça c'est une crainte pour les ophtalmologistes. J'ai fait partie de la commission de l'ANSES sur la vision stéréoscopique. En 2014, par là, j'étais vice-président de la commission. Les ophtalmologistes ont dit, oui, il y a des craintes d'utiliser la vision stéréoscopique. Et bien sûr aussi des visiocasques. Et donc, c'est pas recommandé, surtout pas avant 6 ans, et jusqu'à 12 ans, ne pas en faire très souvent. Donc, pour l'instant, les gens vont voir quelques films en vision stéréoscopique, c'est pas très gênant. Imposer des casques à des enfants, c'est très mauvais. C'est pas une bonne idée. Donc, on mettra pas... Et pour les adultes, c'est pas forcément... Si c'est pour un avantage d'être immergé corporellement, je vous dis, pour voir un environnement, pour visiter un appartement, etc., oui, mais on le fera pour cette action-là. Mais imposer un poste de travail qui ne donne pas d'avantage important, ça n'a pas l'intérêt. Ça n'a pas d'intérêt. Très bien. Bien écoutez, donc on verra dans quelques temps, dans quelques années, ce que nous sortira Meta, s'ils arrivent à... Oui, alors il y a des avantages intéressants dans notre domaine. C'est pas... Et donc nous, on a créé avec d'autres une association sur le métaverse art et culture. Je pense qu'au niveau de l'art et de la culture, il y a beaucoup de possibilités. Et là, c'est intéressant de pouvoir développer un monde artificiel qui est pérenne, qui est évolutif, où on peut, et qui est accessible facilement. C'est ce qui différencie par rapport à la réalité virtuelle qu'on a utilisée depuis 10, 20 ans, 30 ans, où là, on va pouvoir avoir quelque chose qui peut être intéressant pour les environnements artistiques ou culturels. Bien sûr, très bien. On va s'arrêter là. Merci, il n'y a pas de quoi. Merci beaucoup, Philippe Fuchs,
Ancien professeur à l'école des mines de Paris, spécialiste de la réalité virtuelle.